Avant de parler de la résolution, dans cette diapo, on définit la sensibilité, ce que j'ai fait dans la diapo précédente. Donc, on peut aussi dire que la sensibilité d'un palpeur réside dans son habilité à détecter les discontinuités de petite taille. Donc, plus un système est capable de, de présenter un écho à l'écran qui a réfléchi sur une discontinuité de petite taille, et plus cet écho-là est grand sur un correspondant à un défaut qui est petit, plus le système il est sensible. La sensibilité dépend de quoi? En premier lieu, la sensibilité dépend de la taille du cristal, de son épaisseur. Euh, c'est ce qui va décider de la taille des défauts détectables. C'est l'épaisseur du cristal qui va fixer la longueur d'onde de l'onde ultrasonore. Et on sait, on avait vu qu'au chapitre 3, que c'est en fonction de la longueur d'onde qu'une onde va être capable de réfléchir sur un obstacle, sur un défaut. Donc, la sensibilité étant la capacité à réfléchir sur des défauts de petite taille, renvoie donc à l'idée immédiate que, effectivement, c'est l'épaisseur du cristal qui va définir en premier lieu la sensibilité du, euh, du palpeur. Mais c'est pas uniquement l'épaisseur du cristal. Euh, Plus tard dans la présentation, nous allons voir les caractéristiques du palpeur, ce dont on renferme le palpeur pour améliorer, entre autres, la résolution. Et on va voir qu'il y a d'autres choses aussi à l'intérieur du palpeur qui vont aussi affecter la sensibilité. Il est important de rappeler, comme on a vu au chapitre 3, que la sensibilité est reliée à la limite théorique de détection qui correspond à une demi-longueur d'onde. Donc, ce que je rappelle, c'est que les défauts détectables devront avoir une dimension au minimum ou plus grand que la demi-longueur d'onde. Si la longueur d'onde, si le défaut est trop petit par rapport à la longueur d'onde, l'onde va passer au travers le réflecteur et ne réfléchira pas. Vient le temps maintenant de définir ce qu'est la résolution des transducteurs. La meilleure façon de l'expliquer, c'est de mettre en contexte la situation qui est représentée en image. Ce que vous avez ici sur l'image en A, c'est un palpeur déposé sur un bloc de deux épaisseurs différentes. Donc, c'est un bloc à deux épaisseurs différentes et une partie du faisceau est dirigée de manière à réfléchir sur la paroi la plus mince et une autre moitié du faisceau est dirigée vers la paroi la plus épaisse. Bien entendu, ces deux moitiés du faisceau-là ne parcourront pas la même distance et il est facile de se rendre compte que la partie gauche du faisceau sur image va arriver avant la partie droite du faisceau. Et si on regarde l'écran de l'appareil, effectivement, on va voir le résultat de ces deux parcours différents-là par l'apparition de deux échos rapprochés. Les deux petits échos que vous voyez complètement à droite, l'écho, le plus grand écho, tout simplement pourrait représenter un écho de surface. C'est pas lui qui nous intéresse, c'est plutôt les deux plus petits échos rapprochés à droite. Donc, vous voyez clairement qu'il y a deux échos clairement séparés. Ben, c'est ça la résolution. C'est la capacité du système à révéler le fait que le son n'a pas parcouru la même distance et des distances qui sont quand même assez proches, mais que le système a été capable de faire séparer clairement les deux échos. Donc, la résolution, ça se traduit au niveau des échos, ça se traduit sur la largeur de l'écho. Donc, ce qui a rendu possible le fait d'identifier clairement les deux échos, c'est surtout que les échos sont minces. Ils ne sont pas larges, donc ils ne se superposent pas. On les définit clairement. Donc, c'est ça, la résolution. Comme je l'ai dit précédemment, le choix du bon palpeur en fonction d'un besoin précis, en fonction d'un contexte précis, va se faire principalement en fonction des exigences qu'on pose sur la sensibilité. Donc, par exemple, quelles sont les tailles de défaut
que je cherche, quelle est la microstructure du matériel, quelle est la taille du matériel à inspecter. Ça va nous renvoyer vers des exigences de sensibilité et aussi la position des réflecteurs, le nombre de réflecteurs, la proximité des réflecteurs entre eux vont poser des exigences au niveau de la résolution. En passant, les palpeurs utilisés dans le cours sont en céramique, je l'avais déjà mentionné précédemment, plus particulièrement en titanate de barium, euh, de sorte qu'avec l'ensemble des besoins de l'industrie, c'est le cristal qui répondait le mieux à l'ensemble des exigences. C'est la raison pour laquelle, en fonction des sensibilités, des résolutions qu'on est capable d'obtenir avec cette céramique-là, c'est la raison pour laquelle ce sont les céramiques qui ont pris davantage de place dans le monde de l'ultrason au cours des dernières années. À ce stade-ci de la présentation, la sensibilité est clairement définie. Par contre, il reste encore des choses à dire sur la résolution. Et aussi, même en lien avec la sensibilité, il reste des choses à aborder afin de comprendre tous les paramètres, les caractéristiques qui peuvent affecter la sensibilité. Et là, on a besoin à ce stade-ci, pour mieux comprendre le concept de résolution puis de compléter la notion de sensibilité, il est maintenant temps de s'intéresser à ce qu'on retrouve à l'intérieur d'un palpeur. Donc, le montage des palpeurs droits. Les palpeurs sont composés des parties suivantes. Donc, vous avez le boîtier, qui est le couvercle, ce que vous touchez avec vos doigts lorsque vous manipulez le palpeur. Donc, c'est son manteau, sa carapace. Vous avez le cœur du palpeur, qui est le cristal, dont on a parlé abondamment. Vous avez aussi des électrodes, il y en a deux, qui sont collés sur les deux faces du cristal, qui vont acheminer le courant électrique. Vous avez le filament d'alimentation auquel sont reliés les électrodes. Vous avez une composante dont on n'a pas encore parlé, mais qui est extrêmement important et fondamental dans l'explication du phénomène de résolution, qui est l'amortisseur. Vous avez dans certains cas, pas tous, les palpeurs. Ce n'est pas le cas des palpeurs qu'on a utilisés dans notre lab, mais il y a certains palpeurs qui contiennent des mises à la terre. Et vous avez finalement la bague d'accouplement avec le câble coaxial. Commençons par le câble coaxial. Ben, vous savez que ce qui relie la machine au palpeur, c'est un câble, mais il faut se rappeler que la machine envoie des impulsions électriques et il reçoit du palpeur aussi un signal électrique. Donc, il y a une arrivée et une sortie. C'est un peu comme une autoroute. Il y a deux directions opposées. Donc, ça prend deux fils à l'intérieur du même câble. Le premier est au centre et c'est le fil qui est généralement utilisé pour envoyer le signal électrique de l'appareil vers le palpeur. Il est protégé par une gaine en nylon, par-dessus laquelle vous allez avoir le deuxième lien électrique qui, lui, à l'inverse du premier, va diriger le signal électrique provenant du palpeur vers l'appareil. Donc, c'est un conducteur tressé qui entoure la gaine de protection du premier fil. Et par-dessus tout ça, ben, on a une gaine en plastique qui protège le tout. Parlons tout de suite de l'amortisseur. L'amortisseur est à l'intérieur du boîtier. Sur l'image, il est représenté au centre du boîtier et juste au-dessus vous voyez le cristal qui est tout à fait en bas. Et vous avez l'intérieur, la partie supérieure de l'intérieur du boîtier. Donc, ce que vous voyez au centre, là, avec des petits points, ça représente le produit amortisseur. Donc, l'amortisseur, c'est quoi son rôle? Il a essentiellement deux rôles, mais de manière générale, il va neutraliser l'effet d'oscillation du cristal lorsque l'énergie n'est plus appliquée. Donc, c'est pour ça que l'amortisseur est présent dans le boîtier. Donc, il arrête le cristal. Il joue le rôle un peu d'un système de suspension sur une voiture. Donc, il permet au cristal de s'arrêter, de ne pas osciller trop longtemps, parce que je vous rappelle qu'en ultrason, on ne veut une courte impulsion, un court train d'onde.
avec un certain nombre de cycles limités. Donc, le cristal, après avoir reçu son impulsion électrique, on veut qu'il oscille durant 2, 3, 4 ou 5 cycles. Et ensuite, on veut qu'il soit arrêté, freiné. Donc, on doit recourir à ce qu'on appelle au produit amortisseur. Parlons maintenant de l'amortisseur. Donc, l'amortisseur a deux fonctions. La première, j'ai commencé à expliquer son rôle dans la diapo principale. Donc, première fonction, je le répète, il atténue les oscillations multiples de l'oscillateur piézoélectrique, de telle façon que la sensibilité et le pouvoir de résolution répondent aux exigences imposées. Donc, en réalité, le pouvoir de résolution d'un système est assuré par la présence d'un amortisseur. Donc, un système qui offre un bon pouvoir de résolution, c'est un système qui est capable de faire arrêter le mouvement oscillatoire du cristal le plus rapidement possible. Idéalement, lorsque le cristal reçoit son impulsion électrique de manière à ce qu'il oscille, donc l'effet de contraction-dilatation, on veut que le cristal oscille, mais un nombre de fois très limité, idéalement 1, 2 ou 3 oscillations, de façon à avoir un court train d'onde dans le matériel. Et on veut que le cristal soit immobile le plus rapidement possible pour être à l'écoute rapidement possible si éventuellement il y a une réflexion qui se fait sur un réflecteur, ou même deux réflecteurs très rapprochés. Donc, imaginez une situation où vous avez deux réflecteurs à rapprocher, comme par exemple la situation du bloc à deux épaisseurs de tout à l'heure. Donc, vous avez deux trains d'onde qui vont se suivre à queue leu-leu. Et le premier train d'onde va aller faire vibrer le cristal une première fois. Et on veut que le cristal oscille un nombre limité, 2, 3 ou 4 fois, de façon à ce qu'il soit rapidement immobile pour que lorsque le deuxième train d'onde arrive, que le cristal se remette à osciller une deuxième fois. Donc, ce qu'on va avoir comme résultat à l'écran, si cette situation-là est respectée, on va donc voir à l'écran deux échos très près l'un de l'autre, mais clairement séparés. Donc, ça va permettre à l'opérateur de bien interpréter ce qui s'est passé dans le matériel, de voir qu'il y a deux réflecteurs différents sur lesquels le son a réfléchi. Donc, ça pourrait être deux défauts très près l'un de l'autre. Il faut que c'est important à l'opérateur de savoir qu'il y a un seul défaut. Tout à l'heure, dans une diapositive éventuelle, je vais voir qu'est-ce que ça donne à l'écran lorsque le système n'offre pas un bon pouvoir de résolution. Mais ce qu'il faut comprendre ici, c'est que la résolution du palpeur dépend de l'efficacité du produit amortisseur. On veut que le cristal oscille un nombre limité de fois. On veut qu'il soit rapidement arrêté dans son mouvement oscillatoire, dans son mouvement de contraction-dilatation. Donc, c'est le rôle de l'amortisseur. L'amortisseur a aussi une deuxième fonction. C'est que lorsque le cristal oscille, il n'émet pas du son uniquement vers le matériel, il va émettre du son aussi dans le sens opposé, donc vers l'intérieur du boîtier. Donc, on ne veut pas que du son se transmette à l'intérieur du boîtier, qu'il y ait les réflexions à l'intérieur du boîtier et que ce son-là revienne au cristal et provoque une autre oscillation du cristal qui va induire l'opérateur en erreur. Donc, l'amortisseur a aussi le rôle d'annuler finalement la production sonore à l'intérieur même du palpeur. Parlons maintenant de la protection du cristal. On avait vu précédemment qu'il y avait différents types de matériaux qui étaient utilisés pour la fabrication des cristals. Le quartz, par exemple, la céramique, qui est de plus en plus utilisée. On se rappelle que la céramique a comme inconvénient d'être très fragile, très friable, très peu résistante à l'usure et ne doit donc pas être en contact direct avec la pièce inspectée. Lorsqu'on décide d'utiliser la céramique comme cristal, on doit donc protéger le cristal par une pellicule de protection. Ça devient donc un palpeur dit protégé. À l'inverse des cristals en quartz,
dans le cas du quartz, étant donné que le quartz est très résistant à l'usure, très résistant à l'abrasion, ces palpeurs-là qui contiennent des cristaux en quartz ne sont pas protégés. Euh, Aussi que le titanate de barium, qui est l'une des principales céramiques utilisées pour la fabrication des cristaux, doivent être protégés à cause de leur faible résistance à l'usure. Il est bon de mentionner aussi que le sulfate de lithium doit aussi être protégé. Cette fois-ci, pour une autre raison, dans son cas, c'est que lui, il se dissout à l'eau. Les couplants à base d'eau ainsi que l'inspection à immersion, lorsque le sulfate de lithium est employé comme cristaux pour ce type de situation-là, ben, la pellicule de protection va plutôt avoir comme rôle ici de protéger le cristaux de toute humidité. Bon aussi de dire qu'il existe aussi des palpeurs avec oscillateurs en quartz protégés dans certaines situations. Le fait de devoir utiliser une pellicule de protection exige par le fait même la présence d'une deuxième électrode. Les cristaux, bien entendu, pour permettre à l'effet piézoélectrique de se produire, on doit, comme on l'a vu dans une diapo précédente, on doit aller acheminer des charges électriques sur les deux faces opposées du cristal. Vous voyez dans l'image de droite ici, le palpeur représenté par l'image de droite, on a un palpeur protégé. Le cristal a sa pellicule de protection juste en dessous. Et entre les deux, entre le cristal et la pellicule de protection, il y a l'électrode qui est pris en sandwich entre le cristal et la pellicule. Il est bon de faire remarquer que lorsque le quartz est utilisé comme cristal, il n'a pas besoin souvent d'être protégé. Et donc, on ne peut pas non plus placer une électrode sur la pièce parce que l'électrode elle-même ne serait pas assez résistante non plus. Donc, dans cette situation-là, étant donné que c'est dans l'ensemble des pièces qu'on inspecte, elles sont métalliques, donc elles sont conductrices de courant, c'est la pièce elle-même inspectée qui joue le rôle de l'électrode de la face du dessous du cristal. Et donc, vous voyez la présence d'une mise à la terre qui est représentée tout à fait là, à gauche du cristal de l'image de gauche. Donc, de façon à permettre au courant de pouvoir passer dans la pièce. Mais c'est quelque chose qu'on ne voit presque plus, étant donné que, comme on l'a dit précédemment, le quartz est presque plus utilisé pour la fabrication des cristaux et des palpeurs. Et maintenant, pour conclure en ce qui a trait à la protection des cristaux, il est bon aussi de mentionner que la pellicule de protection, ça va affecter la sensibilité d'un palpeur parce que la pellicule absorbe une partie du son. Donc, c'est un avantage le fait que le cristal n'a pas à être protégé. Ça permet d'améliorer la sensibilité du système et ça améliore aussi le pouvoir de résolution. Donc, un des avantages du quartz par rapport aux autres matériaux, c'est que le fait de ne pas avoir recours à une pellicule de protection, on améliore à la fois la sensibilité et la résolution. Donc, j'en profite ici pour terminer l'explication sur le concept de résolution. Donc, pour ce faire, je reviens avec la même image que je vous avais présentée précédemment pour expliquer le concept de résolution. Donc, je rappelle le contexte. On met en évidence le pouvoir de résolution du système par une situation comme vous voyez à l'image, un palpeur qui est placé de telle sorte qu'on va générer deux échos provoqués par deux réflecteurs près l'un de l'autre. Ici, dans l'exemple, les deux réflecteurs sont les échos de fond d'une pièce ayant deux épaisseurs différentes. Donc là, on voit clairement que le système a une résolution suffisante pour permettre de dire à l'opérateur, pour permettre à l'opérateur de déduire que la pièce a deux épaisseurs différentes. Il y a une partie du faisceau qui va parcourir une distance un peu plus courte que l'autre partie, de façon à générer deux signaux très clairs. Donc, je rappelle, le fait que les signaux soient clairement définis, séparés, c'est dû au fait que les signaux, ils sont minces. Et s'ils sont minces, c'est parce que le cristal, lorsqu'il a vibré, s'est arrêté rapidement. Donc, c'est en vibrant que le cristal dessine l'écho. Donc, s'il vibre longtemps, le cristal, ben, l'écho va être plus large dans le temps et dans la durée. Donc,
Je vous montrerai dans une diapo un petit peu plus loin qu'est-ce qu'on aurait comme, à l'écran comme résultat advenant le cas on a un système qui manque de résolution. Donc, ici, je le répète encore, on distingue les échos, les deux échos. Le premier écho n'est pas très intéressant ici parce qu'il n'est pas concerné par la fenêtre de résolution, malgré que dans le texte, c'est marqué de distinguer les trois échos. En réalité, on parle des deux échos qui sont bel et bien à droite. Donc, si on utilisait le même bloc que tout à l'heure, avec les deux épaisseurs différentes, mais qu'on changeait le palpeur ou on changeait l'appareil, euh, donc qu'on utiliserait un autre contexte, un autre système avec une résolution plus faible que le cas précédent, et ce qui risque d'arriver, c'est d'avoir le résultat qui est présenté dans l'image, c'est-à-dire un seul et même écho plus large. En réalité, vous avez deux échos ici, mais ils sont plus larges. Ils se superposent l'un sur l'autre, donnant l'impression à l'opérateur qu'il n'y a qu'un seul réflecteur. Donc, c'est ça une mauvaise résolution. C'est dû au fait que le cristal vibre trop longtemps. Donc, après avoir reçu le train d'onde provenant de la première réflexion sur la paroi la plus mince, le cristal a vibré pour un nombre de fois plus important. Donc, sa vibration a duré plus longtemps, de sorte que lorsque le deuxième train d'onde provenant de la réflexion sur la paroi la plus épaisse, lorsque ce deuxième train d'onde-là est arrivé, ben, le cristal vibrait encore. Donc, autrement dit, le système, lui, il dessine l'écho tant aussi longtemps que le cristal vibre. Donc, il n'a jamais arrêté de dessiner un écho. Donc, on a comme résultat un seul et même écho plus large. Donc, c'est un manque de résolution. Ce qui est peut-être important maintenant de savoir, c'est que, bien entendu, on ne s'intéresse pas vraiment à savoir si une pièce a deux épaisseurs différentes, mais ce manque de résolution-là va affecter aussi le fait que si on a éventuellement deux défauts à l'intérieur de la pièce qui sont près l'un de l'autre, mais à des profondeurs légèrement différentes, c'est important pour l'inspecteur de savoir qu'il y a deux défauts et non pas un seul. Euh, donc, ça va grandement affecter la qualité de l'inspection. Euh, on va, autrement dit, on va passer à côté d'un défaut euh, parce qu'on va mal interpréter ce qui se passe dans la pièce. Sachant, on va penser qu'il y a un seul défaut, mais qu'il y en a un deuxième. Donc, un manque de résolution sur un système peut avoir de grandes implications sur le jugement, sur la qualité d'une pièce à la fin de son inspection. Donc, c'est important à tenir en compte et c'est surtout important d'avoir l'occasion de vérifier si un système a une résolution acceptable. Justement, pour vérifier si un système nous donne une résolution acceptable en fonction de certains critères, vous connaissez bien le bloc IIS, le bloc d'étalonnage IIS, qui vous a servi souvent à travers les activités de lab à étalonner votre appareil, tant en palpeur droit qu'en palpeur d'angle, donc effectuer vos étalonnages de distance, effectuer l'étalonnage de la sensibilité en W59. Ça nous permettait aussi de vérifier le point d'émergence du signal en palpeur d'angle ainsi que l'angle réel du sabot utilisé en palpeur d'angle. Mais sachez aussi que le bloc IS permet de vérifier si le système a une résolution acceptable en fonction des normes. Vous avez probablement remarqué qu'il y a une entaille assez large d'usinés sur le bloc donc à la frontière, à la partie droite du bloc, ainsi que sa partie arrondie qui sert à l'étalonnage à distance. Donc sur l'image, vous avez cette caractéristique-là qui est mise en évidence par le cercle rouge. Ben, cette géométrie-là, cette particularité-là du bloc sert justement à vérifier la résolution en palpeur droit.
Donc, il s'agit de placer le palpeur droit sur la partie latérale du bloc en position D et de diriger le faisceau. Donc, le faisceau, la distance que le faisceau va avoir à parcourir est autour de 4 pouces. Donc, diriger le faisceau, le centre du faisceau vers l'entaille. Et le faisceau va être assez large pour faire en sorte que un tiers du faisceau va, donc la partie droite du faisceau, va aller réfléchir sur la partie à gauche de l'entaille. Donc, on remarque à l'œil, vous êtes en mesure de voir à l'œil que c'est la distance la plus grande parcourue. Le centre du faisceau, lui, va réfléchir sur le fond de l'entaille, donc qui correspond à la distance la plus courte. Et la partie droite du faisceau va, elle, réfléchir sur le début de l'arc de cercle, qui correspond à une distance intermédiaire entre les deux autres parties du faisceau. On devrait donc s'attendre, si le système offre une résolution suffisante, d'avoir donc 3 échos. Il va y avoir 3 trains d'onde. L'écho initial va être divisé en 3 échos distincts parce qu'ils auront parcouru des distances différentes. Il va donc y avoir 3 trains d'onde à la queue leu qui vont revenir au palpeur. Et si le système nous donne une résolution suffisante, à l'écran, nous devrions voir donc 3 échos clairement définis. Nous avons vu et défini maintenant correctement les 2 principales caractéristiques d'un palpeur, en l'occurrence la sensibilité ainsi que la résolution. Maintenant, on est rendu au stade où on doit s'apercevoir que la sensibilité et la résolution sont en quelque sorte liées entre elles. En réalité, il faut se rendre compte de 2 choses. C'est que la sensibilité d'un palpeur, elle est inversement proportionnelle à l'amortissement. Donc, le fameux produit amortisseur, qui, lui, sa tâche est d'arrêter le plus rapidement possible le cristal, limiter son nombre d'oscillations, de faire en sorte que le cristal soit rapidement à l'écoute pour l'arrivée d'un deuxième train d'onde rapproché, ben, l'efficacité de l'amortissement va affecter la sensibilité du système. En réalité, plus un système est sensible, ça veut donc dire aussi que plus le cristal est facile à faire vibrer et plus son amplitude de vibration est importante aussi. Et lorsqu'on ajoute un produit amortisseur qui est très efficace, ben on rend plus difficile l'oscillation du cristal. Donc, le cristal va être plus difficile à faire osciller, ça va demander plus d'énergie et son amplitude d'oscillation va être moins importante. Donc, le signal va être moins élevé à l'écran. Donc, la sensibilité est affectée. À l'inverse, la résolution d'un palpeur, elle est directement proportionnelle à l'amortissement. Ben, ça renvoie à ce que je disais précédemment. En réalité, une bonne résolution d'un palpeur est due à l'efficacité de l'amortissement. Donc, l'amortisseur est là pour faire arrêter le mouvement oscillatoire du cristal après l'impulsion. C'est ça qui lui apporte une bonne résolution. Mais à ce stade-ci, c'est important d'être conscient que lorsqu'on veut avoir une excellente résolution de la part d'un palpeur, par l'utilisation d'un produit amortisseur dense et efficace à l'intérieur du boîtier, ben, on affecte la sensibilité, on réduit la sensibilité.